Le club de l'info se poursuit avec cette question. L'armée russe est-elle en train de s'effondrer en Ukraine alors que les forces ukrainiennes reçoivent le soutien de l'Occident en armes et en équipement militaire? Moscou manque d'hommes, de ravitaillement sur le terrain et accumule les défaites. Pourtant, Vladimir Poutine estime qu'il n'est pas nécessaire de modifier son plan militaire. Écoutez ce qu'il dit lors d'une conférence de presse qu'il a tenue hier depuis Samarcande en Ouzbékistan où il participait à un sommet avec l'Inde et la Chine. Nos opérations dans le Donbass ne s'arrêtent pas, elles avancent à un petit rythme. L'armée russe occupe de plus en plus de territoires ukrainiens. Pas question de changer le plan des opérations selon Vladimir Poutine. À tort ou à raison, c'est ce que nous allons voir dans un instant. Mais d'abord, Florence, faisons un point sur ce qui se passe sur le terrain. Les combats et les bombardements se poursuivent à l'est et au sud. Où en est-on ? Alors, on va faire le point sur ces deux fronts. Effectivement, le front Est et le front Sud. On va commencer par l'Est, cette région de Kharkiv, là où la contre-offensive ukrainienne a été, on le sait, décisive au cours des derniers jours. Eh bien, dans cette zone importante, située ici entre la ville de Kharkiv et la ville de Kupiansk, donc la région de Kharkiv, reprise par les Ukrainiens, les bombardements russes se sont poursuivis à un rythme soutenu, y compris au cours des 24 dernières heures. Elles ont fait d'ailleurs 12 blessés, ça c'est pour l'ensemble de la région de Kharkiv. 4 blessés également dans la ville qui n'a jamais été entre les mains des Russes, mais qui a été, on le sait, fréquemment la cible de bombardements depuis le début de ce conflit. La ville de Kupiansk, donc à cette jonction, on le voit, entre cette zone désormais contrôlée à nouveau par les Ukrainiens et la zone toujours sous contrôle russe, elle est totalement aujourd'hui entre les mains des Ukrainiens. Le front est donc plus ou moins au niveau de la rivière Oskil et c'est là désormais que les Ukrainiens vont tenter de repousser encore les Russes pour continuer leur avancée. Alors, dans la région de Louhansk, un petit peu plus au sud de ce front Est, la présence ukrainienne a rapporté des combats de position. Ça veut dire que sa bataille ferme mais sans beaucoup de mouvement. Voilà où ont lieu plus précisément ces combats les plus intensifs. Vous le voyez à cette frontière entre les régions de Louhansk, de Donetsk et du territoire toujours sous contrôle ukrainien. Les combats qui se situent essentiellement près de la ville de Bakhmout. D'ailleurs, on y rapporte plusieurs blessés dans cette ville, 5 morts et 6 blessés. Et puis acte de résistance interne, sans doute dans l'Est toujours, les autorités séparatistes de Louhansk ont annoncé la mort d'un procureur pro-russe local et de son adjointe tué par une explosion dans son bureau par une bombe. Ça, ce sont des informations données par les autorités locales russes. Alors sur la carte, on voit déjà la région de Kherson, parlons-en, car sur le front sud, c'est peut-être plus compliqué pour les Ukrainiens ? Effectivement, les forces ukrainiennes rencontrent beaucoup plus de résistance que sur leur front Est à Kharkiv. Dans ces zones vertes, effectivement, on voit le lieu, et dans ces cercles rouges surtout, on voit le lieu des plus âpres combats. Et ça, c'est au cours des dernières 24 heures. La situation, il demeure très difficile. Ce sont les informations notamment de l'Institut pour l'étude de la guerre. À Kherson, qui est, on le sait, le principal objectif de ces forces russes de ces forces ukrainiennes, depuis Mykolaïv. Des frappes ont visé le centre de commandement de l'armée russe. Les Ukrainiens continuent d'exercer cette pression et pourtant, cette contre-offensive n'est pas toujours couronnée de succès. Écoutez ce qu'en dit justement, le porte-parole du ministère de la Défense russe. Dans la région de Kherson, l'ennemi, appuyé par 9 chars et 16 véhicules blindés de combat de la 28e brigade mécanisée, a tenté une offensive infructueuse. Au cours des combats, les forces armées russes ont tué plus de 120 militaires ukrainiens et détruit 7 chars et 13 véhicules de combat d'infanterie. Ça, ce sont pour les difficultés des Ukrainiens, ce qui peut être mis au rang de leur succès, si l'on puisse s'exprimer ainsi, c'est qu'il y a eu d'autres attaques contre des autorités locales pro-russes, similaires à celles dont je vous parlais à l'instant à Louhansk. Merci Florence pour ce point sur ce qui se passe sur le terrain. Nous sommes en direct avec le colonel Jean-Luc Lefebvre. Bonjour, ancien directeur des études à l'école de guerre et ancien colonel de l'armée de l'air. Vous êtes l'auteur de Comprendre la guerre en Ukraine aux éditions du Net. Ça tombe bien, éclairez-nous. Comment se fait-il que l'armée russe soit beaucoup plus en difficulté dans le nord-est de l'Ukraine que dans le sud ? Écoutez,
les Russes s'attendaient à une offensive dans le sud, donc ils ont très probablement renforcé leur dispositif dans le sud. Et dans le nord, ils ont dégarni le dispositif dans le nord pour pouvoir le renforcer dans le sud. Donc c'est certainement pour ça qu'ils se défendent mieux dans le sud que dans le nord. Et dans le nord-est, justement, comment l'armée russe en est arrivée là, à cette débâcle? Écoutez, il y a un effet je dirais, de réaction en chaîne. Quand une armée, la ligne de défense qui était bien organisée, avec des tranchées, avec des chars derrière, etc., tenait bien, elle a été enfoncée et il y a eu très probablement un effet de panique. Et les militaires russes ont fui devant les chars ukrainiens et cet effet de panique est un des éléments du succès de l'offensive ukrainienne dans le nord. Colonel, vous restez avec nous. Je me tourne vers Christian Megrelis, je rappelle ancien conseiller de Mikhail Gorbatchev. Comment vous expliquez les difficultés de l'armée russe? Elles sont de plusieurs ordres. D'abord, les hommes qui, au début, étaient des conscrits, qui ont été retirés parce qu'il y avait des phénomènes de désertion, remplacés par des contractuels, c'est-à-dire des engagés. Et puis, ces engagés ayant des difficultés, on a appelé des Mongols, des Bouriates. Et les Bouriates, se commençant à se plaindre en Bouriatie, il y a eu des manifestations de mères de soldats en Bouriatie qui dénonçaient le taux anormalement élevé de morts parmi les troupes bouriates par rapport aux autres. Après, on a pris les Tchétchènes qui ont travaillé de façon très moyenne. Et aujourd'hui, on en est à recruter un peu partout des gens qui sont capables de se battre, qui ont envie de se battre pour 3 000 € par mois. Donc vraiment des mercenaires. Et on a du mal à en trouver. C'est l'information qui vient de Moscou. J'en discutais avec un de mes fils tout à l'heure qui, lui, vit à Moscou et qui témoignait de la difficulté de recruter à 3 000 € par mois des soldats de deuxième classe pour aller en Ukraine. Donc ça, c'est le premier point. Mais je pense que c'est le plus important parce que je ne suis pas un général et je ne suis pas un stratège, mais j'ai suffisamment entraîné mes guêtres dans l'armée pour savoir que la principale qualité d'une troupe, c'est d'avoir envie de se battre. Même si elle est inférieure. Or, les Ukrainiens ont envie de se battre et les Russes n'ont pas envie de se battre. Parce que les Ukrainiens savent pourquoi ils se battent. Parce qu'ils savent pourquoi ils se battent, absolument. La deuxième question, c'est celle de l'armement. Ils n'ont pas le choix que de gagner et de se battre. C'est quand même un gros distinguo. En fait. Finalement, les forces russes ont le choix, en effet, de refuser ou pas un contrat à tel ou tel prix. Voilà, ouais. Les Ukrainiens n'ont absolument aucun choix que de résister et se battre. Oui, mais il y a des mobilisations générales qui n'ont pas fonctionné. Regardez ce qui s'est... Il y a des mobilisations générales qui n'ont pas fonctionné. Regardez ce qui s'est passé en France en 1939 et en 1940. Donc là, ça fonctionne. Alors, il y a la question de l'armement. Et là, effectivement, les Ukrainiens sont en position de force parce qu'ils n'ont pas autant d'armement que les Russes, mais ils ont un armement de meilleure qualité. Au début, ils se battaient avec de l'armement soviétique, ex-soviétique, comme les autres. Aujourd'hui, ils ont des armements extraordinaires. Et ce qui est plus important encore, ils ont le renseignement qui leur est fourni directement par les satellites américains. Donc quand ils font une frappe, ils savent exactement où il faut aller. Alors que les Russes n'ont pas cette précision. Colonel Lefebvre, je rebondis sur ce que dit M. Megrelis. Est-ce qu'il peut y avoir un retournement de situation? Ça fait 6 mois que l'Ukraine est en guerre depuis que la Russie a décidé d'envahir le pays. On pensait que la Russie ne ferait qu'une bouchée de la capitale. Elle a même renoncé totalement à prendre Kiev. On a dit finalement l'armée russe avance extrêmement vite dans le Donbass. Maintenant elle s'enlise, maintenant elle recule. Pareil dans le nord-est. Qu'est-ce qui pourrait entraîner un retournement de situation sur le terrain, selon vous? Du côté russe, vous voulez dire. Du côté russe, en effet, colonel.
Écoutez, ce que vous envisagez, ce serait une nouvelle offensive russe qui serait victorieuse, c'est ça que vous imaginez? J'imagine, voilà, on essaie d'imaginer tous les scénarios. Est-ce qu'il y a quelles seront les conditions qu'il faudrait réunir pour que l'armée russe reprenne la main? C'est pas un souhait, hein. Je pose une question, j'imagine des scénarios. Je précise. Écoutez, de mon point de vue, je ne vois pas l'armée russe reprendre la main immédiatement. Je vois trois grandes options pour le président Poutine pour la suite des opérations. La première option, c'est de réussir à installer une ligne de défense dans le nord qui soit consolidée et sur laquelle les Russes pourraient amener des renforts. Donc ça, ce serait une solution que je vais qualifier de conventionnelle, avec les moyens militaires conventionnels dont dispose la Russie. Il ne faut quand même pas oublier que la Russie a une armée qu'on évalue à peu près à 900 000 hommes et qu'il y a 150 000 hommes engagés en Ukraine. Donc il n'y a qu'un sixième de toute la capacité de l'armée russe qui est engagée dans cette guerre en Ukraine. La deuxième option que je vois, c'est ce que les Russes ont déjà fait, c'est terroriser les populations par des bombardements sur les villes, soit par des moyens d'artillerie de longue distance, soit à nouveau par des moyens avec des missiles hypersoniques. Mais on pense que les Russes n'ont pas une grande quantité de ces missiles. Et ça, de toute façon, on sait que c'est quelque chose qui ne marche pas parce que la population ukrainienne, eh bien, elle résiste à ces tentatives de terrorisation. Et puis, la troisième option qu'il reste à Poutine, la plus dangereuse, c'est une hypothèse que j'envisage et que j'argumente dans mon livre « Comprendre la guerre en Ukraine », serait l'utilisation d'une bombe nucléaire tactique pour stopper l'avancée de la contre-offensive ukrainienne, et puis ça jetterait vis-à-vis du monde entier une nouvelle escalade vis-à-vis de la guerre, et les dirigeants occidentaux serait bien embêté si la Russie utilisait cette terrible option d'une bombe nucléaire tactique qui ne ferait pas d'immenses dégâts, hein, qui ferait sur quelques qui pourrait quand même raser une ville. kilomètres. Colonel, c'est très intéressant ce que vous nous dites sur les options qui restent encore à la Russie. Je crois, Christian Megrelis, que vous n'êtes pas convaincu par le fait que la Russie puisse utiliser l'arme nucléaire tactique. Je précise que ce n'est pas le bouton nucléaire, ce serait pour frapper une ville. Je crois que l'arme nucléaire tactique n'est pas une arme anti-cité. C'est une arme anti-force et de concept d'emploi plutôt défensif. C'est pour rétablir la situation sur un front qui est enfoncé. C'est un peu le cas de figure de ce qui se passe dans le Donbass actuellement. Oui, mais à partir du moment où vous mettez l'adjectif nucléaire, vous comprenez, vous déclenchez une terreur collective au niveau mondial. Et Biden l'a encore dit il y a quelques jours, si la Russie se lançait là-dedans, ce serait un État paria pendant un siècle. État paria du monde pendant un siècle. Ça fait beaucoup réagir en plateau Aline Lebel-Crémer et ensuite Brigitte Bouna et Jean-Baptiste Noé. Ce que sont en train de faire les Ukrainiens, parce qu'ils n'ont pas d'autre choix pour survivre, c'est aussi de disloquer non seulement les lignes de défense, les lignes d'attaque russes, mais aussi la terreur. Poutine fonctionne sur la terreur. Je suis d'accord avec les autorités ukrainiennes sur ce point. C'est un État terroriste qui pratique terreur, bombardement, crimes, etc. en Ukraine, mais aussi autour du reste du monde. Ce qu'ont sont en train de démontrer les Ukrainiens, c'est aussi qu'il faut arrêter d'avoir peur de cet État. Il faut arrêter. On peut lui résister. On peut casser
cette propagande de terreur qui a paralysé le monde entier le 24 février. Le monde était tétanisé, on ne pouvait rien faire, on ne pouvait pas résister. De toute façon, Kiev serait pris en 3 jours. Et Monsieur Zelensky, est-ce que vous avez besoin d'un taxi? Ce qu'on est en train de démontrer les Ukrainiens depuis 6 mois, c'est qu'en fait, Poutine n'a pas d'autre choix que de reculer et de perdre des positions quand on lui résiste et qu'on casse sa stratégie de terreur. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Le 24 février, même pour organiser une manifestation à Paris, prendre la parole et taper un peu dessus sur Poutine, les gens étaient tétanisés et disaient quel courage vous aviez, attention, d'organiser une manifestation, que de dire du mal du Kremlin en public. Il ne s'est rien passé. On est toujours en vie. Les manifestations. On n'est pas sûr, Aline Kremer, de ce qui peut se passer. Moi, je suis partie de ceux, je peux vous le dire, qui ne pensaient pas que Vladimir Poutine oserait lancer la guerre en Ukraine. Oui. Donc à partir de ce moment-là, on ne peut pas savoir jusqu'où il peut aller. Il peut aller très loin parce que c'est un criminel. Évidemment qu'il peut aller très loin. Maintenant, la meilleure solution pour le repousser, c'est d'arrêter d'en avoir peur. Très franchement, c'est de lancer une contre-offensive, de la gagner, parce qu'il est en train d'expliquer dans les images que nous avons vues tout à l'heure qu'en fait tout va bien, tout se déroule comme prévu. Non, pas du tout. Il est en train de à petite allure, il a dit à petite vitesse ou quelque chose. On avance à petite vitesse, oui, enfin, on n'est pas pressé. Pour l'instant, il avance plus du tout, voire il recule. En fait, concrètement sur le terrain, il y a quand même des milliers de kilomètres carrés qui ont été repris, des villes entières. Donc il recule, il ment. Il ment. Ouais. Je pense vraiment, enfin, si je dois donner mon avis personnel, je pense que Vladimir Poutine, par rapport aux armes nucléaires, Vladimir Poutine, quand même, ce qui lui importe avant tout, c'est de conserver le pouvoir. Utiliser, je pense que vous l'avez très bien dit, utiliser une arme nucléaire, même tactique, c'est devenir une nation paria, je pense que ça provoquerait une réaction mondiale, en fait. On ne parle pas uniquement d'une réaction occidentale, je pense qu'il serait complètement lâché par tous les pays du monde, les Chinois, qui le soutiennent qu'à moitié d'ailleurs. Donc du coup, en fait, pour moi, c'est une option qui est vraiment pas sincèrement envisageable, dans le sens où effectivement ça pour faire peur. Voilà, effectivement, il y a effectivement tout à fait un chantage au nucléaire qu'on voit à Zaporojié et dans les menaces nucléaires qui sont faites de temps en temps par la propagande russe, mais à mon avis, cette option n'est pas sur la table. Il y a une option dont on n'a pas parlé, c'est la mobilisation générale. Je pense que là aussi, c'est quelque chose qu'il ne souhaite pas faire, puisque en fait, ça déstabiliserait son pouvoir, et encore une fois, son principal objectif, c'est de garder le pouvoir. Après, je pense que ce qui ressort dans ses déclarations, quand il dit oh, on a le temps, ça progresse lentement, c'est que je pense que pour lui, en fait, très clairement, pour lui, le temps joue pour lui, en fait, dans le sens où il se dit, avec l'hiver qui arrive, les Occidentaux vont abandonner l'Ukraine, ils vont arrêter d'envoyer des armes parce que notre chantage énergétique fonctionne. Les Ukrainiens eux-mêmes vont se lasser de la guerre, n'auront plus les moyens, économiquement parlant, de soutenir cet effort de guerre. Donc je pense que lui table là-dessus. Et c'est aussi justement pour ça que dans ce genre, les réactions finalement occidentales à ce genre de déclaration, c'est de dire on soutiendra l'Ukraine jusqu'au bout. C'est aussi le témoignage de Ursula von der Leyen quand elle a été à Kiev. C'est de montrer que non, en fait, le temps ne joue plus pour le Kremlin, contrairement à ce que ça pouvait être avant, et que maintenant les Occidentaux restent déterminés. Et que donc effectivement, comme dans les circonstances actuelles, la Russie n'a pas forcément les moyens de maintenir ses capacités militaires au niveau où elles sont actuellement, et c'est pour ça qu'il recule petit à petit. Du coup, effectivement, continuer à soutenir l'Ukraine de façon pérenne, c'est effectivement mettre en échec Vladimir Poutine. Mais il y a un point qui me chiffonne encore, Jean-Baptiste Noé, pour rebondir sur ce que vient de dire Ulrich Bouna. Pourquoi Vladimir Poutine ne sonne pas la mobilisation générale, vu les difficultés qu'il a sur le terrain? Est-ce qu'il peut se permettre un tel luxe, si je puis dire? Ça changerait complètement le sens de la guerre telle qu'elle a été engagée. C'est-à-dire que ce n'est pas une guerre qui est menée d'après la terminologie du Kremlin, c'est une opération spéciale. Donc une opération spéciale, ça peut être une force de police, ça peut être une petite opération militaire. Si on fait la mobilisation générale, c'est plus une opération spéciale, c'est une guerre. Donc on change complètement la perspective. Ça veut dire aussi que la stratégie qui est menée depuis février s'est avérée être un échec. Donc c'est reconnaître 6 à 7 mois d'échec. Ça veut dire qu'on bascule dans autre chose. La mobilisation générale, ça suppose la mobilisation de l'ensemble des jeunes Russes. Donc pour l'instant, des gens qui ne sont pas directement concernés, puisque c'est les autres qui vont combattre. Et donc ça veut dire que des travailleurs, des cadres, etc. vont être mobilisés. Ils n'ont pas forcément envie d'y aller. Donc le problème n'est pas tellement militaire sur ce point-là, ils peuvent le faire d'un point de vue technique, c'est véritablement politique. On change complètement le discours de la guerre et on entre dans une nouvelle phase politique qui est particulièrement instable
Parce que la mobilisation générale, on ne sait pas comment ça peut se terminer. À partir de quel moment on va pouvoir dire on a gagné, donc on termine la mobilisation générale, on revient à la normale. Et le problème de cette guerre, depuis le mois de février, c'est qu'on est engagé dans un système où aucune des parties, c'est-à-dire Russie, OTAN, Europe, etc., ne sait véritablement comment revenir à la normale. C'est-à-dire qu'on essaye de contenir pour que ça ne dégénère pas, par exemple qu'on n'emploie pas des armes nucléaires tactiques ou non, éviter que les événements ne dégénèrent, mais le retour à la normale n'est pas pensé, parce qu'en fait on ne sait pas ce que c'est que la normale. Est-ce que c'est le retour à la situation au 23 février, ou est-ce que c'est, comme le dit Zelensky, la situation avec la reprise de la Crimée et du Donbass? Voilà, ça c'est, il y a la position de l'Ukraine, il y a l'intérêt des autres pays. Donc on est dans une situation où en fait personne ne voit ce qui pourrait être la fin. Et à partir de quand on pourrait dire on a gagné, quel que soit le camp, et la guerre est terminée. On est dans une guerre sans fin, dans un affrontement sans fin. Oui, tout à fait. Je pense que ce qu'a démontré aussi la contre-offensive ukrainienne dans le nord du pays, c'est exactement ce qu'ils avaient annoncé. Ils vont gagner, on va gagner, parce qu'on n'a pas d'autre choix, on a besoin d'armes. Les armes commencent à arriver, manifestement. Et on va poursuivre ce débat. On va juste marquer une courte pause. On poursuit ce débat ensemble. Le colonel, justement, prend le temps de rester avec nous et on en remercie. On va continuer d'analyser la stratégie de Vladimir Poutine et se demander sur qui il peut encore compter. A tout de suite. Votre programme avec QuickBooks.fr.